Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et non, on ne s'attaque pas sur un DVD, mais plutôt sur un show que j'ai vu récemment, qui est tout simplement le show AEW, donc All Elite Wrestling All In. Oui, le show PPV auquel on va parler à l'heure aujourd'hui, auquel je préfère vous le dire tout simplement. Je m'excuse si je ne suis pas, on va dire, motivé pour le sortir à temps, vu comment j'ai dû, entre autres, un peu attendre que tout ça se termine de mon côté, jusqu'à ce que je fasse cette vidéo. Mais bon, je n'ai pas besoin de me justifier du fait que je tenais à vous prévenir, vu comment c'est pas ça ce qui compte, mais plutôt de ce qui s'est passé dans le show. Vraiment dans le show All In. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va s'attaquer directement dans le pré-show, vu comment on s'attaque pas tout de suite à la carte principale. Alors, tout ce que je sais, c'est que bien sûr, le show s'ouvre avec le, le countdown 0 or, l'équivalent du kick-off, j'ai pas besoin de vous le dire, et qu'on commence avec un match par équipe à 16 hommes. Je tenais à vous dire, dommage si vous ne trouvez pas la photo, enfin, de l'affrontement, vu comment j'ai essayé de moi-même trouver, ce n'était pas évident à le trouver, et du coup, ben, j'avais pas le choix de mettre juste l'affiche du show en attendant. Mais bon, c'est pas ça qui va, on va dire, changer la donne. Euh, je crois que c'est l'équipe de la Don Callis Family, si je ne me trompe pas. Dans l'équipe, on a Tommy Billington, qu'on peut connaître sous le nom de The Dynamite Kid. Je pense que c'est le fils ou le petit-fils de, de Dynamite Kid. Corrigez-moi si j'ai tort, mais peut-être que c'est son fils, hein. Donc The Dynamite Kid, Tommy Billington. Et il n'est pas seul, il est avec Kip Sabian, Azura Rocky Romero, Kyle Fletcher, Ly Rush, Action Andretti et les Top Flight. Donc Darius Martin et Dante Martin. Bien sûr accompagné par Don Callis, comme je viens de le dire, et qu'ils ont affronté, ou alors si on peut dire battu, Jay Lethal, Satnam Singh, Anthony Ogogo, Arya Devari, The Private Party, donc Zay, Isaiah Cassidy, Quen, Mark Quen. Et qu'ils ont aussi à leur côté The Dark Order, donc John Silver, Alex Reynolds, accompagné par Evil Uno et de Sanjay Dolt. Donc je vais vous dire honnêtement, c'est l'équipe de Don Callis, Family, qui remporte le match, tout simplement. Parce qu'il se passe tellement de trucs, de choses dans le match que j'ai même pas besoin de le dire. Et du coup, je mets la photo de Tommy Billington, donc The Dynamite Kid 2.0, en photo de victoire. Mais bon, voilà. Ensuite, le deuxième match du pré-show, c'est un match par équipe de mixte entre Willow Nightingale et Tomohiro Ishii contre Chris Statlanders et Scott Lee Hathaway. Donc Scott Lee Hathaway qui décide enfin de catcher pour la deuxième fois, vu comment la première c'était pendant un show weekly, soit Rampage ou Collision, ou même voire Dynamite. Il avait combattu sans rien faire. Enfin, après tout, c'est Statlanders qui a fait tout le boulot à sa place, hein. Faut vraiment pas croire à tout ça. Mais dans ce match-là, c'est exactement le cas. C'est toujours Chris Statlanders qui fait tout le boulot pour lui, alors que Willow Nightingale n'a pas besoin de Tomohiro Ishii pour faire le boulot, vu comment elle veut s'occuper personnellement de Chris Statlanders. Alors que Tomohiro Ishii, il est là que pour faire valoir, selon moi. Ce petit bulldog sert à attaquer quand il faut attaquer. Et quand Ishii et Hathaway se rendent dedans, il se passe rien, vu comment Ishii est trop, on va dire, emmuré par tout ça. De toute façon, c'est Willow Nightingale et Ishii qui remportent le match mixte. Donc voilà tout, rien à d'autre à dire.
Et puisque Nightingale a gagné et Ishii ont gagné, ils peuvent choisir la stipulation du match pour le championnat du monde féminin de la CMLL. Ah bon? Donc ils vont choisir ça à All Out. Ça, c'est une information auquel je ne savais pas. Aussi, il se passe tellement de trucs, par exemple, les annonces, comme par exemple Tony Khan qui fait une annonce avec Martha Hart, avec aux côtés Tony Schiavone, comme quoi euh, il, il félicite les personnes d'être venues ce soir, enfin, dans la journée, et qu'ils espèrent que le show qu'ils vont apprécier aimeront tout simplement. Voilà tout. Bon, après, il y avait des annonces annoncées comme Forbidden Door qui sera en Angleterre, donc du côté de Londres, bien sûr. The Grand Slam qui sera du côté de l'Australie et que ce serait un pay-per-view également. Donc tout ça pour l'année 2025, pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, alors que pour All In, ce sera au Texas. Je vais pas vous mentir, on peut peut-être vulgariser ça, mais c'est vrai que moi je ne prêtais pas attention, je disais que Double or Nothing, c'est un peu leur WrestleMania à eux. Ben, finalement, les statistiques me prouvent que j'ai tort, vu comment on va dire que maintenant All In peut devenir un WrestleMania version AEW. Tout simplement. Et ça depuis le premier jour, hein, depuis All In 2018, hein, qui serait bien sûr la future AEW. Et du coup, maintenant, ça me laisse convaincre, hein. J'ai vu aussi quelques informations en ligne, comme quoi la plupart des fans étaient mécontents, qu'ils ont, on va dire, insisté au stade, mais qu'ils n'ont pas installé des écrans où est-ce qu'il y a le ring, je crois, ou peut-être un petit entron. Eh ben, j'ai entendu dire comme quoi ils n'ont pas, on va dire, su apprécier le show parce que ils ne voyaient rien devant eux, ils n'avaient pas d'écran auquel mieux voir. C'était compliqué pour les personnes, hein. Enfin, ceux qui sont ringside ont su apprécier, mais ceux qui étaient dans les gradins ou au dernier rang, c'était compliqué, hein. Notamment, apparemment, Ali de Catch Club était allé à All-In. Peut-être le connard du catch. Enfin, la plupart qui ont participé ont vu le show. Bon, après, c'est dommage pour eux, mais pour ceux qui sont ringside ou ceux qui l'ont vu sur Internet, peut-être voir à la télé, ils seront contents. Peut-être qu'il y en a qui seront contents. Voilà, je pense que j'ai assez tout dit. Maintenant, le dernier match du pré-show, c'est un match par équipe de 10 hommes. Donc cette fois-ci, les Von Erich Brothers. Donc Marshall Von Erich, Rose Von Erich, Sami Guevara, Katsuyori Shibata et The Natural Dusty Rhodes, accompagnés par Kevin Von Erich, contre The Undisputed Kingdom, Matt Tavern, Mike Bennett, et The Cage of Agony, ou alors The Gate of Agony, Brian Cage, Bishop Cohn et Toa Liona. Ça aussi, je vais pas aller par quatre chemins. C'est évidemment les Von Erich Brothers qui remportent le match, avec Sami Guevara, Katsuyori Shibata et Dusty Rhodes. Tout simplement. Et à la fin, les méchants attaquent les gentils. Ils veulent essayer d'attaquer Kevin Von Erich, mais en sachant que il est assez âgé, vaut mieux pas qu'il se mange la moindre coup. Vu comment Kevin utilise son fameux claw sur l'un des participants et auquel les autres s'y mettent aussi, et ce qui les fait fuir instantanément. Donc voilà comment se termine le match par équipe de 10 personnes, et auquel j'en ai terminé notamment avec le pré-show, mais pas que. Parce que pour le dernier arrêt du pré-show, on a Saraya qui arrive avec, entre autres, sa famille, je pense, ou plutôt des élèves de la famille, auquel elle n'est pas contente qu'elle n'est pas sur la carte du show, qu'elle n'a pas un match, alors qu'elle est chez elle, et que l'année passée, donc en 2023, elle était devenue championne féminin de la l'AEW, et que malheureusement, elle n'a pas le respect qu'elle se doit de la part de son public, vu comment elle considère
l'Angleterre comme sa maison et auquel ben, elle demande du respect et que le show ne poursuivra pas tant qu'elle n'aura pas eu ce qu'elle veut, le respect, un match, tout le patati patata. Tant qu'on y est, pourquoi pas de l'argent, un titre pour l'autre consolation. Vu comment c'est un peu ça, le côté qu'elle dégage, Saraya, le côté pas de la moindre empathie, aucun sans scrupule, elle ne voit que elle, 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 elle. Ah, pourtant, je me dis, j'aime pas du tout cette Saraya-là. Malheureusement, je n'aime pas du tout. Je l'aimais bien quand elle était à la WWE, mais là, je pense que je me détache complètement de ce qu'elle propose. Pourtant, je sais qu'elle a combattu à Dynamite. Elle a combattu à Dynamite contre la championne et elle a perdu. Donc, qu'est-ce qu'elle veut de plus à part gâcher le show? Eh bien, on a un retour de la part de Jamie Hater qui arrive pour démolir tout le monde, même Harley Cameron, et aussi pour foutre une raclée à Saraya. Et auquel bah, elle aura effectué et elle célèbre devant son public. Je crois que Jamie Hater, ça fait un an, je pense qu'on l'avait plus vu depuis une blessure. Parce que ça, pour moi, ça faisait un peu un bail quand même qu'on l'avait plus vu. Vu comment elle était blessée, on l'avait plus vue depuis des mois, et que maintenant elle est de retour. Et espérons que ça va très très bien tenir. Je l'espère en tout cas. Vraiment, vraiment, je l'espère. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus sur le pré-show. Maintenant, je passe directement à la carte principale. Et dans la carte principale de All-In, eh ben, ça commence directement fort, encore avec un match à plusieurs, mais un match de l'échelle. Donc The Ladder de London, enfin, match d'échelle de Londres, pour les championnats trios du monde par équipe de la l'AEW. Alors, les participants sont The Blackpool Combat Club, The BCC, avec comme participants qu'on connaît bien sûr Claudio Castagnoli, Wheeler Utah et le Bâtard Pack contre The Patriarchy, donc le patriarcat Christian Cage, Killswitch Luchasaurus ou alors Catchosaur, Wrestlosaur pour Ressouzor. Bref, peu importe le blast qu'on peut lui donner, c'est le dino. Et Nick Wayne, le prodige Nick Wayne, accompagné par sa maman, The Mother Shayna Wayne, contre, encore bien sûr une autre équipe, The Bullet Club Gold, qu'on peut qualifier aussi de Bang Bang Gang, avec les Guns Brothers Club, donc Austin Gunn, Colton Gunn, et Juice Robinson. Et malheureusement, Switchblade Jay White n'est pas dans l'équipe, ou alors qui n'est pas là, parce que tout simplement, il est blessé de manière non expliquée, dont je ne sais plus, auquel j'ai oublié l'information. Et pour une dernière équipe auquel a cité, The House of Black, les, les trônes de fer noirs sombres, donc bien sûr Malakai Black, Brody King et Buddy Matthews, auquel c'était tellement dingue, auquel c'est assez long à expliquer. Ils ont utilisé pas mal des échelles, même des tables aussi a été utilisé, pas mal de spots. Certes, ça ne raconte rien de spécial, à part des gros spots, que des spots. Et à un moment donné, quand Shayna Wayne veut s'interposer, notamment à essayer de capturer les ceintures, elle se fait descendre par les Guns et par Robinson. Et du coup, pour se défendre, elle a pris une gaz lacrymogène pour essayer de se défendre. Mais Juice Robinson le chope directement le gaz lacrymogène, elle aveugle Shayna Wayne, et il était même prêt à le faire un powerbomb. Auquel, heureusement qu'il n'a pas effectué, parce que Shayna Wayne n'est pas entraînée pour ça, ce n'est pas une catcheuse, il faut mieux pas abuser. Et aussi, il faut dire que Christian Cage ne vaut rien sans son entre guillemets fils, même si c'est pas son vrai fils, Nick Wayne, et de Killswitch, Luchasaurus. Il peut pas dépendre de eux sans gagner, hein, vu comment je sais pas ce qu'il a Killswitch, mais si j'étais lui, je me retournerais contre Christian Cage.
je me tournerai contre lui parce que là, il est pas respecté à sa juste valeur. Il est limite pas apprécié comme il se doit, à sa juste valeur, en tant que personne. Bref, il est un peu le bouc émissaire de tout ça. Et pourtant, tout mène au Blackpool Combat Club, au BCC, enfin, au House of Black, au Bang Bang Gang, qui s'entretuent, et à la fin, qui remporte les ceintures par équipe de 3, c'est The BCC. Donc Pac, Claudio, Wheeler, Utah, c'est eux qui remportent les titres par équipe à 3. Est-ce qu'on pourrait dire ce serait un nouveau dans The BCC? Pourquoi pas Blackpool Combat Club 2.0? Ce serait peut-être logique. Mais c'est pas officiel parce que en ce moment, on n'a pas de nouvelles de John Moxley et on se demande qu'est-ce qu'il peut faire, où est-ce qu'il est, où il peut se doit, bref. Moi, ça me regarde pas, mais on s'en pose des questions. Et voilà, comme je dis, victoire de BCC. Maintenant, je passe à la suite. Et la suite, c'est un match pour le titre féminin de l'AEW. Du monde, bien sûr. Donc, The Glamour, Maria May contre The Timeless, Tony Storm, accompagné par son majordome, Luther. Alors, comment les deux femmes se sont venues aux mains alors qu'au début, on sait que Maria May était dans la petite team avec Tony Storm parce que elle était trop fan de Tony, ce qu'elle propose sur le ring, comme personnage auquel elle dégage, personnage de Marilyn Monroe. Et petit à petit, pour Tony Storm, certes, elle sait que Maria May est là parce qu'elle est là en tant que fan, mais elle commençait à avoir un penchant amoureuse pour Maria May. Et que leur relation était ambiguë. Et qu'on peut dire que moi, personnellement, j'avais dit que j'étais gêné de voir ça devant mes parents, vu comment je regarde à la télé. De toute façon, je regarde toujours. Auquel j'ai pas besoin de faire de cours résumés là-dessus. Mais c'est vrai qu'au début, c'était gênant quand on voyait ça. Excusez-moi si vous entendez un camion de glace passer chez moi. Ou alors j'attends que... Ouais, j'attends que ça s'arrête pour que je continue. Ok? Allez, à tout de suite. Voilà, ça a l'air de se calmer. Si jamais ça se relance, la musique de camion de glace, je dois arrêter pour éviter qu'il y a trop de bruit. Enfin, je sais pas si vous entendez de mon côté, mais moi j'entends, hein. Moi j'entends de mon côté, hein. Donc je disais à propos de Maria May et de Tony Storm, au début c'était de l'admiration jusqu'à finir amoureuse, et auquel c'était ambigu, j'étais gêné, j'avais rigolé. Et au moment où du tournoi Owen Hart, quand Maria May a battu en finale Willow Nightingale, euh, je sais pas s'ils avaient prévu comme plan. Attention, vous allez peut-être croire que je raconte n'importe quoi, ou alors je fais comme si c'était une histoire pornographique. J'avais imaginé, moi, dans mon petit délire assez un petit peu pervers, voire un peu coquinou, imaginant Maria May et Tony Storm passer un dîner aux chandelles dans un hôtel privé ou alors un manoir privé pour personne, quelque chose comme ça. Et j'avais idée qu'ils font un dîner en chandelle et qu'au moment d'une soirée, euh, ils font entre autres l'amour auprès feu de la cheminée dans dans le lit quoi. J'avais imaginé ça vu comment elle avait gagné la coupe et la ceinture d'Owen Hart donc pour le tournoi et auquel Tony Storm, elle est fière d'elle, elle voudrait faire des folies de son corps avec elle, et que du coup, si c'était possible, je suis sûr que la WWE aurait mis en œuvre pour filmer ça, bien sûr, de manière censurée, mais moi, perso, j'aurais rigolé, voire ça m'amuserait un petit peu en disant, oui, c'est bien, c'est beau l'amour. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Et j'entends le camion de glace. Je sais pas si je dois continuer, mais je vais essayer.
je vais essayer tout bientôt. Ça ne s'est pas passé comme ça. Vu comment Maria May, au moment où elle courait pour aller chercher la ceinture et le trophée, elle décide de frapper Tony Storm avec. Et donner aussi une raclée à Luther. Et au moment où elle s'occupe du chaussure à talons, eh ben, elle frappe en plein milieu du crâne Tony Storm, qui l'a fait saigner intensément. Et c'était un peu horrifique. Mais après, pour ceux qui ont déjà vu du sang dans leur vie, ils se disent oh, bof, c'est du sang, ça nous choque pas tellement. Eh ben, ceux qui aiment pas voir les femmes saigner, vous serez un peu choqués. Ou alors, si ça vous choque pas, ben, c'est que rien ne vous choque, hein. Enfin, plus rien ne vous choque dorénavant. Bon, après, c'est vrai, c'était impressionnant, hein. C'était impressionnant la petite violence lancée. Et auquel, ben, Tony Storm, ben, elle commence à devenir face, organiquement, je pense. Et qu'elle cherche à se venger de celle qu'il a un peu pris sous son aile, voire euh, avoir le coup de foudre pour cette personne, se transformer cette relation en haine psychologique, et auquel ben il y avait une pancarte ou une photo en montrant Tony et Maria dans les bras, et quand on tourne la photo il était marqué Die Maria Die, donc meurt Maria meurt, pour l'histoire de se venger, et auquel ben elle a voulu, mais pas de manière auquel on espérait, vu comment le jour J du show arrive. Je crois que Maria May était chez elle, ou alors non. Je sais que Tony Storm elle est australienne, mais partout où elle passe, elle est respectée vu comment elle a de l'expérience dans le circuit anglais, que ce soit dans le circuit australien, allemand, voire français. Enfin, j'invente, hein, mais je peux faire des petites parenthèses. Et auquel, ben, bien sûr, Tony Storm, elle est accueillie vu comment c'est la babyface du show, et que Maria May, ben, c'est la île du show. En revanche, au niveau du public, ils ont fait ce genre de délire sur la musique de Boney M. Encore, hein. Vu comment pour Cody Rhodes, ils l'ont fait pendant... bah, en Écosse, ils l'ont fait en Écosse. Je sais pas si Dominique Mysterio, on pourra le faire ça, vu comment à chaque fois Liv Morgan, elle appelle Daddy Dom. Donc pourquoi pas une chanson sur Dominique Mysterio avec le titre Boney M de Daddy Cool. Et ben maintenant, on fait ça à qui? À Tony Storm. Parce que je l'ai remarqué durant tout le show, hein. Les chants. Tony, Tony Storm, Tony, Tony Storm. Tout le long, tout le long, je n'ai fait que entendre cette chanson-là. Et que j'avais envie de dire... Écoutez, on sait qu'on a déjà écouté une chanson de Boney M, mais faire du Boney M à toutes les sauces, c'est... c'est assez lunaire. Après, je critique pas, hein. Je critique vraiment pas tout ça. Concernant le match, c'était bien. C'était bien, il y avait des bons échanges. Bon, après, entre deux femmes qui veulent prouver à quel point ils se détestent, ça peut être dans le contexte, vraiment dans le contexte. Vu comment Maria l'a trahi, Tony est celle qui l'a pris sous son aile mais qu'elle cherche à se venger. Vu comment on n'accepte pas qu'elle morde la main auquel elle a nourri. Donc elle préfère on va dire, débarrasser peut-être définitivement une fois pour toutes de cette arriviste, selon elle. Même s'il y avait Mina Shirakawa qui était dans le public et qu'elle regardait de ça de loin, et qu'elle était son cœur balançait entre les deux, hein. Soit Tony, soit Maria. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire, hein. Peut-être quelque chose à faire, mais rien n'est sûr, hein. Dans le match, même si Tony a sorti ses fameuses prises habituelles auxquelles ben, elle a son truc, vraiment son truc à elle, ça n'a pas pris forcément trop ses fruits. Et quand c'est Maria May, ben, elle pique tout ce que Tony a fait comme prise, que ce soit le Rip Attack, le Storm Zero, peu importe laquelle des prises, eh ben, elle les utilise. Même si ça prend pas ses fruits au début, ça va le prendre au niveau de la fin. Vu comment, attention spoiler,
c'est Maria May qui arrive à bout de Toni Storm. Non seulement elle a été la protégée de Toni Storm, elle a remporté le tournoi Owen Hart, et le clou du spectacle, elle remporte le titre du monde féminin de la l'AEW. Après un match de dingue, bien sûr, mais c'était énorme. Donc Maria May championne, on va voir à quoi ça va donner, et je suis sûr que ça va peut-être pas s'arrêter ici, ou alors peut-être passer un nouveau chapitre. Faudrait que je voie les semaines pour mieux comprendre, comme à chaque fois. Mais ça s'arrête là. Donc excellent. Maintenant, match de la dernière chance pour le titre Fuck the World, donc le titre FTW de la l'AEW, entre Hook contre Chris Jericho, accompagné par The Learning Tree, donc l'arbre de Sequoia Big Bill, la pomme moisie Brian Keefe. Et il y a une stipulation, je crois, si Hook aurait perdu, il ne combattra jamais pour le titre FTW tant que c'est Jericho qui détient le titre. Aussi, l'histoire vient depuis que Jericho lui a battu pour le titre FTW. Et à un moment donné dans la rivalité, il lui avait balancé une boule de feu qui aveugle un œil Hook, qui le rendant pas apte à combattre. C'est pour ça qu'il a un genre de cache-œil de pirate ou alors un genre de pansement pour mieux lutter. Et aussi, mais vu comment c'est un match où tout est permis, Jericho, s'il le veut, il peut ordonner à ses sbires d'intervenir dans le match, alors que Hook, il a personne. Il n'a pas Samoa Joe à ses côtés, il n'a pas Shibata pour l'aider non plus, donc il doit se débrouiller tout seul comme un grand. Tout simplement comme Sean Taylor, il préfère rester tout seul. Je sais genre de délire auquel je dois citer tout, mais même en chanson. Mais bon. Blague à part, vraiment blague à part, c'est vraiment le cas. Il va se débrouiller tout seul et pourtant, pour moi, pour ma part, sur le papier, c'était un peu mission impossible. Vu comment Keith et Bill sont sur lui, Jericho également. Ils veulent pas laisser une chance de répit pour que Hook revienne dans le match. Pourtant, il va le faire malgré un œil en moins, malgré un handicap. Il arrive tout de même. Du fait qu'il sait bien vendre, du fait qu'il sait faire des bonnes petites offenses, parce que souvent les offenses de Hook sont un peu indécryptables, je sais pas pourquoi. Euh, on dirait qu'il tape, essaie de trouver de la violence, mais de la violence un peu brouillonne. Alors que là, quand il peut, il le fait. Enfin, quand il peut le faire. À un moment donné, il y avait des armes, pas mal d'armes. Notamment une raquette de badminton, je crois. Raquette de badminton. Chaise, table, tout ce qu'il y a de plus classique. Même une planche en barbelé. Et à un moment donné, Jericho, je sais pas c'est quoi son délire. Après avoir sorti un sac plein de crosse de hockey. Enfin, pas de crosse de hockey. Comment ça s'appelle le rondel de hockey auquel on doit le mettre dans le goal, je ne sais plus. Ah putain, Erico, pourquoi t'oublies tout, sale con que je suis. En gros, c'est un truc rondel auquel on doit mettre dans le but de hockey. Après avoir sorti ça, les dés de Double or Nothing. Maintenant, qu'est-ce qui sort, ce bougre de Jericho? Un sac de pommes. Oui, un sac de pommes. Entier, hein, pas vraiment coupé. Eh ben, c'est lui qui va se les prendre. C'est lui qui va se les prendre, les pommes dans le dos. Enfin, qui l'ont à peine touché parce que je l'ai vu. Ils ont même pas touché les pommes. Donc c'était un atterrissage un peu botché ou alors peut-être de justesse. Qui seront pas une grande utilité malheureusement. Et d'ailleurs, dommage que Carlito n'était pas là. Sinon, il aurait été dans l'équipe de training de Learning Earth, enfin Learning Tree. Il aurait eu ce surnom, la pomme pourrie, mais vu comment il est dans Judgment Day, on pourrait l'appeler la pomme moisie ou la pomme pourrie, tout simplement.
Bref. Donc après que Hook s'est débarrassé de Big Bill et de Brian Keefe, enfin entre les guillemets, eh ben, il doit s'occuper de Jericho qui espère avoir la victoire et de enterrer Hook. Et d'enterrer tout le momentum. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas élevé comme il se doit Hook. Hein. Il n'a pas élevé d'ici en plein match. Hein. Certes, il dit qu'il a l'habitude de faire mousser ses adversaires, mais moi, je vois pas d'inconvénient qu'il le fasse. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il n'élève pas du tout les adversaires auxquels il affronte. Hein. C'est ça le seul problème que j'ai avec Jericho. Et certains lui reprochent. Mais pourtant, Hook le saisit avec sa transmission, enfin le, allez, le Murder Lock, je pense. Il appelle ça comme ça. Alors que Brian Keefe voulait sauver son mentor, eh bien, il se fait attraper par Taz qui lui fait une Tazmission. Donc, le père vient d'aider son fils à remporter le match. Donc, c'est Hook qui remporte le match et qui remporte la ceinture, qui a entre guillemets un lien familial. Vu comment son père, qui a été champion FTW, en a fait son design la plus parfaite. Donc, de faire ça, d'être champion de père en fils, c'est magnifique. Voilà tout. Donc, c'est Hook qui remporte le match. Tout simplement. Voilà. Encore un match suivant. Match à 3 par équipe pour les titres du monde par équipe de 2 cette fois-ci, et pas de 3. Les Young Bucks. Matt, Mathieu, Nick, Nicholas, Jackson. Contre FTR, Cash Wheeler, Dax Woods. Contre The Acclaimed, Max Caster, Anthony Bowens, accompagné par The Daddias, Billy Gunn. Dans le match, il y a eu pas mal de spots. En équipe, il y a eu pas mal de spots. Même si pour les Bucks, c'est peut-être un moyen de se venger de la défaite qu'ils ont eue lors du dernier All-In à All-In 2023 face au FTR. Donc c'est un prétexte pour eux de se venger et de revenir à leur gloire d'antan et de asseoir leur domination. Et spoiler, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et en plus, devine qui seront les victimes. Enfin, devinez. Enfin, vous, ou peut-être toi qui regardes la vidéo, devine qui seraient les prochaines victimes à subir la défaite des Bucks. Ça résume par 3 lettres. F, T, R. Les FTR se font enterrer par les Young Bucks. Cette fois-ci. Comme si c'était pas assez, ils en rajoutent encore. En plus, ils ont battu The Acclaimed et FTR et auquel je me dis, j'ai pas été investi. Certes, il peut faire des bons trucs entre les 3 hommes, mais quand c'est les Bucks, c'est pas excellent. Malheureusement, j'étais pas dedans. J'étais vraiment pas dedans. Et auquel je me dis, ils conservent les titres. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Bon, après, certains aimeront. Hein. Peut-être que je suis une mauvaise foi, mais moi, c'était ma manière de penser. Hein. Donc, victoire des Young Bucks, rien d'autre à dire. Il y a eu que des spots sur spots. Rien de raconter. À part quand c'est FTR et The Acclaimed, là, pourquoi pas. Mais quand c'est les Bucks, ça raconte rien du tout, à part que des spots de dingue. Mais bon, ça s'arrête là. Ensuite, un match de casino gauntlet match. Pour être le futur champion du monde de la AEW. Enfin, ils auraient pu ajouter être le futur challenger pour le titre du monde de la AEW. Auquel je vais citer les noms, évidemment. Alors, le premier arrivé, c'était nul autre que Orange Cassidy, qui nous a dévoilé une vidéo auquel il descend du ciel sous une lampe dans un Londres dans l'obscurité, en pleine nuit. Une lumière apparaît, un gars descend du ciel et se relève et qui veut mener une vie de paresse ou voire cool. Ce qui est marrant avec ce petit intro de vidéo, c'est que ça me rappelle évidemment la série de Mr Bean.
Si quelqu'un connaît la série de Mr Bean, vous savez de qui il s'agit. C'est la série de Rowan Atkinson qui joue Mr Bean et que je me rappelle de cette introduction. Is on the- is on the- is on the- is on the- Eh bien ça c'est la musique d'introduction de Mr Bean quand il descend du ciel. Ah, et bien c'est Orange Cassidy qui l'utilise. Ok, l'idée en soi, c'est drôle, voire déconnant, mais voilà, sans plus. Pourtant, Orange Cassidy, c'est pas le Mr Bean du catch, hein. C'est clairement pas du tout le cas. Santino, j'aurais dit oui, même s'il a à peu près pas le même profil parfait, mais le côté comique de situation, pourquoi pas, malgré qu'il aborde une gimmick d'italienne, enfin gimmick italien. Mais ça peut être crédible en soi, mais là, ouais, mais pas tellement, voilà. Ensuite, le deuxième participant, c'est le Rainmaker, Okada Kazushika. Kazushika Okada, le champion continental auquel le titre, malheureusement, ne sert à rien, si ce n'est qu'être sur les épaules de Okada, parce qu'il n'y a aucun prestige. Ah, quand je pense à Okada, je me dis, mais pourquoi t'as rejoint les Young Bucks? Même si je disais du bien de toi en disant, quand je vois les Bucks, ben je vois que toi en fait. Parce que ce ne sont que des péripéties. Et là, tu m'as fait prouver tort. Tu m'as prouvé que t'étais un guignolo, un guignolo. Où est-ce qu'il est passé, le Okada, qu'on a connu au Japon, celui qui était la top star, un gros nom du catch, et qui est maintenant une blague, une parodie. Je me demande tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, depuis quand, où, comment? Bref, je n'aurai pas la question. Je n'aurai vraiment pas la question. Alors, il faut savoir, c'est que dans la stipulation du Gauntlet Match, apparemment, tous les 2 minutes, il y a un catcheur qui peut faire son entrée. Ça peut aller vers de 10 voire de 20. Mais là, j'ai sous les yeux, c'est de 12 personnes. Et auquel ça commence avec Cassidy et Okada, qui échangent des coups. Ensuite, le numéro 3, il s'agit d'un ancien lutteur qui a catché la TNA et qui a été un des pionniers de la Ring of Honor et aussi presque un symbole, voire un exemple pour le circuit indépendant anglais, un certain Desmond Wolfe, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Nigel McGuinness, qui, euh, qui remet les bottes, son slip de combat, tout ce qu'il avait perdu en cours de route, il essaie de le retrouver. Donc Nigel McGuinness fait entre autres son retour des rings. Pour certains qui diront qui c'est ce lutteur, sachez que j'ai beaucoup parlé de lui, de Nigel McGuinness, que ce soit le DVD rétrospectif ou encore son affrontement avec Bryan Danielson. J'ai beaucoup cité Nigel McGuinness et auquel ben, c'était un des meilleurs catcheurs indépendants et auquel ben, il fait son retour et il a quand même duré pas mal longtemps dans le ring, hein, Nigel McGuinness, comme Cassidy, Okada. Ensuite, le quatrième, Kyle O'Reilly qui arrive, qui dégomme tout le monde. Ensuite, le cinquième, Zack Sabre Jr., que lui aussi, il est chez lui également, comme Nigel McGuinness, comme la plupart des personnes auxquelles j'aurais dû citer. Pac aussi, il était chez lui aussi, Pac. Eh ben, Zack Sabre aussi, il était chez lui, et auquel ben, ça a été que de la technique, pure et dure. Ensuite, le numéro 6, Roderick Strong. Un peu de dureté dans ce monde de faiblard, vu comment il pourrait faire un dictionnaire ou alors peut-être un métier de chiropracteur, de comment on casse et qu'on répare le dos de ses adversaires, vu comment il a le secret pour casser des dos. Ensuite, le numéro 7, le plouc kung fu, Marc Briscoe, le champion du monde ROH, qui arrive, qui fait des séries d'offenses façon kung fu fu. Et voilà, c'était assez fun à regarder. Ensuite, le numéro 8, le bourreau dit Ekman, Adam Page, qui arrive et qui devient intrépide, voire
indiscutablement intraitable envers ses adversaires, vu comment il est démoli, tous un à un, sans répit, sans pardon. Bref, il est démoli jusqu'à ce qu'il y en a qui se relèvent pas et qu'il y a pas mal de spots derrière, pas mal de spots. Je sais pas s'il y avait aussi Lio Rush à un moment donné, mais je crois qu'il était dans le match avec parce que je pense l'avoir déjà vu lui. Ah non non, c'était au début, excusez-moi, autant pour moi. C'est ma faute, je m'excuse. Euh, Bon, après Mark Briscoe, après Adam Page, on a le numéro 9, Double J, Jeff Jarrett, qui arrive et qui fait ses fameuses manœuvres aussi, jusqu'à arriver du numéro 10. Et le numéro 10, il s'agit d'un ancien WWE, qui est un spécialiste du cabriole. Et je vais pas vous mentir, c'est celui qui fait des ricochets partout vaille. Et si vous avez compris la blague, il s'agit nul autre que Ricochet, qui fait ses débuts à la EW, retour dans le monde du catch. Il est devenu All Elite, donc c'est officiel, il est All Elite. Et il commence à faire que de la voltige, que des cabrioles, qui fait régaler le public. Ça peut être cool, assez jouissif à regarder, vraiment très jouissif. Mais sinon, ça poursuit encore, ça s'arrête là. Le numéro 11, il s'agit de Christian Cage, qui arrive et qu'il peut aussi se comporter comme un lâche, hein. Certes, quand il voit une opportunité, il la saisit, mais quand c'est pas dans ses plans, il essaie de fuir, tant bien que mal, même si il se fait rattraper, évidemment rattraper. Ensuite, le numéro 12, il s'agit de Luchasaurus, qui arrive et qui démolit tout le monde, et surtout qui fait le boulot pour Christian Cage. Finalement, il adore être la petite bitch de Christian Cage, vu comment c'est lui qui remporte le match et qui obtient le contrat pour devenir le challenger au titre du monde AEW. Voilà tout. Et si j'ai bien compris, il fait le pin sur Kyle O'Reilly. Voilà, rien d'autre à dire. Vraiment rien d'autre à dire si ce n'est que quand il va-t-il trahir Christian Cage? Malheureusement, je n'aurai pas la réponse. Mais bon, encore un match suivant, mais cette fois-ci pour le titre américain. Enfin, américain, ça a bien un gros mot, mais on peut dire le titre international. Vu comment, pendant un épisode de Dynamite, MJF et Will Ospreay, ils ont fait un des plus grands matchs de Dynamite. Je peux le dire, ils ont fait des grands matchs. Même si Ospreay ne fait que des cabrioles dans tous les sens, euh, quand il peut raconter quelque chose de bien, ça peut le faire. Mais pour ça, je préfère MJF, vu comment MJF, Maxwell Jacob Friedman, fait des miracles. Donc vous avez bien compris, MJF, Maxwell Jacob Friedman qui affronte Will Ospreay, ou alors Will Ospreay qui affronte MJF. Voilà, je dis dans les deux sens. Et auquel, bien sûr, MJF l'avait battu en trichant, mais que par la suite, quand il a remporté le titre international, il décide de le renommer en américain. Donc ça y est, MJF devient patriotique. Et auquel, normalement, c'était Daniel Garcia, mais c'est Will Ospreay, auquel il décide de l'affronter. Parce que Will Ospreay était chez lui, et du coup, rien de mieux que pour marquer l'histoire à domicile. C'est assez simple. Tout ce que je sais, c'est que je me rappelle que l'entrée de Will Ospreay, il est assez stylé. Vu comment il fait son entrée en mode Assassin's Creed. Et quand je vois, je me dis... je sais que j'adore la franchise Assassin's Creed, mais c'est... c'est excellent. Vraiment excellent. Voire un peu tendancieux, mais excellent quand même. Excellent, excellent, excellent. Donc voilà ce que j'ai remarqué pendant son entrée. Et en plus, c'était un peu l'entrée Assassin's Creed Shadow, qui n'est pas encore sorti, mais qui va bientôt sortir. Je ne sais pas quand, mais il va bientôt sortir. Comme quoi, il y en a qui ont un hobby préféré. Son hobby, c'était la franchise du jeu vidéo Assassin's Creed, qui est excellent. Et quant à MJF, lui fait son entrée en mode Oncle Sam, vu comment il a la tenue, le côté patriotique. Bref, il était pas très très bien apprécié du public par rapport à l'année passée qui était très bien apprécié. Mais là,
C'est différent. Là, il est détesté. C'est devenu l'ennemi public numéro un. Et pourtant, le match... excusez-moi si j'ai tapé dans le micro. J'imagine, j'imagine que Metzler l'a peut-être vu. Et en connaissant le bonhomme, il va peut-être mettre un 5, voire 6 étoiles. Je sais pas pour vous, mais quand Will Ospreay combat, à chaque fois je vois les notes de notation de Will Ospreay assez abusées. Hein. Vraiment abusé. Allez voir sur Wikipédia. Vous tapez les matchs 5 étoiles notés par Dave Metzler. Vous allez comprendre, c'est abusé. Hein. Parce que j'ai vu ça. Je me dis, hein? Ah bon? Comment ça se fait, Will Ospreay? C'est le catcheur le plus étoilé. Est-ce que Metzler le glorifie en tant que 5 étoiles qui lui colle à la peau? C'est peut-être ça la seule explication? Vu comment Ospreay ne fait que ramener des 5 étoiles à Metzler qui lui pond, alors que ces matchs, ça ne raconte pas forcément grand-chose, si ce n'est que, oui, des cabrioles, mais est-ce que ça racontait grand-chose? Pas tellement, pas tellement malheureusement. Mais j'imagine qu'à l'heure actuelle, il est peut-être en train d'écrire un article auquel il va mettre un 5 étoiles à ce match. Je mets peut-être ma main à couper, même si je vais pas le faire tout de suite, enfin je vais pas le faire vraiment, mais j'imagine qu'il va le faire. Il va, il va sortir de son trou de balle un magnifique 5 étoiles, voire un 6 étoiles. C'est peut-être sûr. Mais le match est pas mauvais, hein. Le match est clairement pas mauvais. T'as Ospreay qui fait plaisir à son public en régalant la foule, en faisant des cabrioles, en montrant que c'est le gentil ultime, et qui n'a pas peur d'un méchant trou de balle lâche qui est MJF. Même si MJF joue à la ruse, essaie de battre sur le terrain de Ospreay, en utilisant la voltige contre lui. À un moment donné, Ospreay il a voulu tenter son Sasuke Special qui fut contré, mais que après il essaye son Stormbreaker qui ne passe pas. Euh, MJF veut faire le Tiger Driver, mais Ospreay ne veut pas le faire, même si à un moment donné il va changer d'avis. Mais au moment où MJF était prêt à gagner le match, alors que il y avait, je crois qu'il y avait le premier et un deuxième Rev Bump. Non, peut-être un seul Rev Bump auquel l'arbitre ne voit pas ce qui se passe. MJF sort la bague d'AEW de son froc pour essayer de frapper Ospreay pour obtenir la victoire, mais un mec cagoulé arrive qui lui fout une sacrée patate de fourrin dans la gueule de MJF. Et cette personne, cet individu se dévoile au grand jour parce que le secret ne reste pas éternellement longtemps intact. Et bien, l'individu se démasque et il s'agit nul autre que Daniel Garcia qui lui fait une surprise en mode surprise motherfucker à MJF. Forcément, MJF il est excédé. Il disait t'étais peut-être pas censé être là, t'étais censé être dans ta chambre d'hôtel, enfin dans ta chambre d'hôpital, à pleurer les larmes de ton corps, ne pas avoir ce match. Eh bien, ça n'a que guère pour Garcia, vu comment il a servi d'atout pour distraire le champion, auquel Ospreay va tenter son Oscutter, et il va tenter sa Tiger Driver, auquel il vient à bout de MJF. Donc, nouveau champion, Will Ospreay, auquel ben, il va cette fois-ci se débarrasser le titre américain pour, pour faire venir le titre international. Donc victoire de Will Ospreay après un match titanesque, clairement titanesque. Donc voilà, c'est mérité, ça peut être sympa, sans plus, mais voilà. Ah, plus de 3 matchs, après ça va être terminé, il faut que j'essaie d'être méthodique, mais d'abord il faut que je bois un coup. Donc à tout de suite. Donc cette fois-ci, je poursuis avec le match numéro 10, qui est un match simple, mais pour le titre AEW TBS, entre Mercedes Moné, accompagné par Camille, contre Britt Baker, DMD, donc la docteure Britt Baker, auquel elle était revenue pour défier Mercedes Moné précédemment, vu comment Moné est devenue championne euh,
Strong et TBS en même temps, auquel il y en a qui diront que c'était pas mérité, auquel je suis un peu d'accord, et que ça a servi à Stephanie Wacker de signer pour la WWE, qu'on n'a pas encore eu d'apparition. Et en termes d'apparition, j'avais complètement oublié de dire qu'il y avait au début du match par équipe de plusieurs personnes The Grizzled Young Veterans qui étaient arrivés pour défier les Young Bucks. Voilà, ça c'était le petit truc que je voulais corriger et auquel j'avais oublié de citer. Mais bon, ce n'est pas grave, le mal est fait. Donc dans ce match-là, euh, j'ai rien d'autre à dire malheureusement, si ce n'est qu'on a euh, certes une catcheuse forte d'AEW et une qui veut entre autres être la figure de proue d'AEW. Mais auquel est-ce que ça peut avoir de l'importance ou quelque chose à jouer? Je vois pas d'inconvénient. Clairement pas d'inconvénient, si ce n'est que dans le match, j'ai rien d'autre à dire. Peut-être qu'il y en a qui préféraient Britt Baker remporter le match, mais pour moi le booking était prévisible, hein. Et que je le dis dorénavant, bah, c'est Mercedes qui bat Britt Baker. Elle le bat par tomber avec son fameux Moneymaker, alors que Britt Baker était déterminée à remporter le match et le titre avec sa fameuse prise de soumission auquel elle doit arracher une dent, auquel c'est un peu sa spécialité. Mais vu comment ça ne fonctionne pas sur Mercedes Moné, qui est très arrogante, voire très prétentieuse, fait en sorte de ne pas d'être pris au piège. Et du coup, bah, c'est elle qui remporte avec son Moneymaker et qui conserve le titre TBS sous des chants CEO, CEO, CEO de quelques publics qui sont derrière elle, voire il y en a qui sont des personnes qui sont contre elle. Mais bon, ce n'est que guerre. Plus que deux matchs après, c'est terminé. Le match numéro 11 entre The Scapegoat, Jack Perry, anciennement Jungle Boy, contre Darby Allin dans un match de cercueil pour le titre AEW TNT. Alors, est-ce qu'on peut sortir cette fameuse anecdote auquel j'avais déjà cité? Un an après, après All-In contre, enfin après All-In lorsqu'il avait affronté Hook pour le titre FTW, et qu'il a eu une altercation avec CM Punk à ce sujet-là, eh ben l'heure était venue. Est-ce que Jack Perry va encore faire cette histoire de This is real glass, don't cry me a river? C'est du vrai verre, va pleurer. Là était la question. Vu comment on a deux, on peut dire deux têtes brûlées sous le ring. Darby Allin, c'est un tremble à mort. Et Jack Perry, ben, quelqu'un qui est un peu indulgent avec lui-même et qui préfère d'être soumis plutôt qu'être sauvé. Le match était intense, je me rappelle qu'il était intense. Pas mal de trucs à dire et auxquels j'ai pas la motivation de citer. Comme par exemple, j'avais oublié de citer que Mariamé finit en sang après un Storm Zero dans les escaliers. Mais bon, ça c'est une autre histoire auquel je préfère pas y penser. Ah, il se passe tellement de trucs que j'essaye de dire mot pour mot, mais c'est pas évident. Et auquel, ben, si ça dure une heure cette vidéo, toutes mes excuses du fait que au moins vous avez apprécié que j'en parle. Parce que si vous appréciez, vous pouvez apporter quelque chose à manger ou à boire pour mieux m'écouter. Ce serait plus important et ce serait légitime de ma part. Mais bon. Donc, il y a eu pas mal de trucs jusqu'à ce qu'un moment, Jack Perry sort un sac. Qu'est-ce que c'est? Des punaises ou encore des pommes que nous a sorti Jericho, des billes, des boulons. Qu'est-ce qu'il nous a sorti? Eh ben, il nous a sorti du verre. Et donc, la référence, This is real glass, don't cry me a river. C'est du vrai verre, va pleurer. Donc, je pense que le public a chanté quand il a sorti cette réplique. J'imagine, hein. J'ai pas trop écouté ce qu'ont dit le public, mais peut-être qu'ils ont peut-être chanté CM Punk à un moment donné dans le match. J'aurais dû avoir l'oreille tendue, mais j'imagine qu'il a fait ça. Alors que je pense que l'un des deux est passé dans cette rivière de verre,
parce qu'il y a eu des spots, forcément, très dangereux. J'imagine que c'est Darby Allin, vu comment Darby Allin, il est du genre à se sacrifier, à voir se ôter la vie. Et du coup, on a un peu peur pour lui qui se tue. Et pourtant, il a peur de rien. Il a peur de rien, ce gamin. Et il continue. Mais il veut en finir à bout de Jack Perry, qui se tente malgré tout à faire en sorte qu'il ne perd pas son titre, quitte à l'enfermer dans un sac à cadavres. Parce que oui, il y a eu un sac à cadavres, un podibag, auquel il a utilisé pour mettre dans le cercueil. Mais à un moment donné, il va réussir à battre Darby Allin en l'enfermant dans le cercueil. Et du coup, c'est Jack Perry qui conserve son titre, qu'il a dégueulassé le titre, parce que il a, on dirait qu'il a noirci, qu'il a rougi le truc pour qu'il soit encore plus dégueulasse. Et il s'apprêtait à un truc impardonnable, parce qu'il est accompagné par les Young Bucks, qui voulaient être là pour terminer le boulot. Eh bien, on lui donne un bidon d'essence auquel il va l'utiliser. Il va essayer de brûler le cercueil, plus à l'intérieur du cercueil, pour que Darby Allin soit mort et brûlé vif. Il avait un briquet, et ça c'était une référence lors du dernier Dynamite Blood and Guts, dans un match War Games, enfin, ouais, War Games on va dire ça, quand Darby Allin voulait cramer Jack Perry en le mettant de l'essence et qu'il a remporté de manière décisive. Eh bien, cette fois-ci, c'est à Jack Perry de lui rendre l'appareil, mais il a été sauvé, Darby Allin, par la musique d'une vieille connaissance auquel il connaît très très bien. Si je vous dis une légende, The Icon, le Justicier, un des derniers renégats de la WCW, de la TNA, mais qui a participé à la WWE et qu'il a été une figure incontournable du catch. Si je vous dis l'icône Sting, ça vous dit quelque chose? Forcément, ça vous dit quelque chose. Vu comment Sting, il fait son retour, mais pas en tant que catcheur, mais en tant que justicier, qui arrive et qui sauve Darby Allin du danger, notamment en matraquant avec sa batte de baseball Jack Perry et les Young Bucks, en faisant un double Scorpion Deathlock sur Matt et Nick, qui fait fuir Jack Perry également, et qui sauve son petit protégé, son petit disciple, et auquel voilà comment se termine le match. Même si c'est victoire de Jack Perry, ça s'arrête là. Mais le show va se terminer avec le main event. Et le main event, c'est le dernier décompte final. Oui, le dernier décompte final pour le titre du monde de la AEW. Et c'est un titre contre carrière, forcément. Les participants sont The American Dragon, Bryan Danielson, contre Swerve Strickland, accompagné par Prince Nana. Eh bien, pour un dernier coup, enfin, je dis ça entre guillemets, pour un petit dernier, on lance la musique de Final Countdown, chantée par Europe, et auquel Danielson, il n'était pas tout seul, vu comment sa famille était présente. Sa femme Brie Bella, qu'on peut l'appeler Brie Garcia, ses enfants, sa fille et son fils, et je crois même sa sœur et sa nièce qui étaient présents. Mais toute la famille était là pour encourager le mari, le père, le frère, le fils, bref. Le catcheur auquel il pourrait peut-être drastiquement mettre un terme à sa carrière, même si tout n'est pas sûr. Ensuite, on a Swerve Strickland qui fait son entrée avec les rappeurs dont j'ai oublié le nom, mais qui chantent sa musique d'entrée, auquel il a toujours la cote avec le public qui font elle a try, Bella Swerve, elle a try, de make an awesome man. Donc la musique de Swerve, auquel c'est excellent à écouter pour moi. Et du coup, là, le contexte de la rivalité, c'est que certes, c'est court, elle sera peut-être anecdotique un jour ou l'autre, vu comment je le mets jamais en pratique, le côté anecdotique, mais il faut dire que je suis quasiment à des années-lumière de personnes
très intelligent. Je suis vraiment à des années comme ça, auxquelles je ne sais pas si je évoluerai dans le temps. En gros, le contexte de cette petite rivalité, c'est que Danielson, il a remporté le tournoi Owen Hart en devenant le champion de la Coupe Owen Hart, et auquel il a une chance au titre de son choix. Et le titre de son choix, c'est pour le titre du monde de l'AEW, auquel c'est Swerve qui décide de le défier, de manière confiante, voire surconfiance, contre celui qu'on appelle The American Dragon, le cœur de dragon, le Yes Man, le No Man, l'écolo dégénéré, bref, ce qu'on peut l'appeler. Eh bien, il décide de l'affronter, et dans le contexte, c'est vrai qu'il s'est un peu trop montré arrogant envers Danielson. Pourtant, j'adore Swerve, hein. J'adore Swerve, j'adore Danielson, de toute façon, j'adore les deux catcheurs, même si Swerve, il se fait appeler le Kaiser du catch, même si Danielson se fait appeler le meilleur au monde dans le catch. Bref, il n'y a que deux camps à s'y mettre sous la dent, même si j'ai pas de camp à choisir. Il s'est montré arrogant, Swerve, certes, très prétentieux. L'air de dire qu'une victoire sur Danielson sera une victoire fastoche. Ça, c'est ce qui s'est pensé. Et que ça va se retourner contre lui dans le match. Il y a eu des tas de spots, hein, vraiment des tas de spots. Même si à un moment donné, je me rappelle que Swerve piétinait Danielson sous les yeux de ses enfants et de sa femme. Il voulait faire sous le ring, mais il s'est dit non, 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 je vais pas le faire sous le ring, je vais faire devant ses gosses et devant sa femme. Donc il décide de le piétiner, alors que Danielson était en sang, ensanglanté, et ça lui ouvre le front. Je crois que c'était à coup de cloche, et aussi le spot à l'extérieur du ring, un Dead Valley Driver. Eh bien, il décide de menacer les enfants en disant voilà ce que va retrouver votre père, mais handicapé à vie et perdant à tout jamais. Bien sûr, la première des filles de Danielson est en larmes, même le petit dernier qui a peur de voir leur papa. Enfin, ils ont tous les deux peur de voir leur papa se faire démolir en sang. Pour eux, c'est assez malsain. Et pourtant, Swerve, il prend un malin plaisir à torturer Danielson devant ses gosses. Ça pour montrer à quel point il est prêt à tout pour parvenir à ses objectifs, comme venir chez Adam Page pour venir chez lui faire petit coucou au bébé, ou encore aller tabasser Nick Wayne dans le garage de son père à Nick Wayne. Bref, il a peur de rien, vraiment, il a peur de rien ni l'autre, hein. Il n'a pas peur de l'incorrect, hein. Mais bon, c'est pas pour rien qu'il se fait appeler le Kaiser du catch. Vraiment pas pour rien. Et que même si on est à Londres, on est chez qui? Chez Swerve. Whose house? Swerve House. Bref, il a tenté des tas de prises, notamment son Swerve Kick, son Double Stomp, euh, même l'une de ses prises spéciaux, auxquelles ça n'a pas fait, vu comment Danielson se relève à chaque prise de Swerve. Et auquel Swerve il est étonné en disant putain, qu'est-ce qui se passe? Il sent rien, il est pas humain. Pourtant, il a le cou brisé, il a la colonne vertébrale en vrac, il a sûrement des neurones explosés après des années de catch. C'est pas humain ce qu'il fait. Et qu'il demande plusieurs fois de rester au sol, de se coucher pour lui. Mais Danielson, avec la force du désespoir, décide de dire non, de lui donner des coups sévères à Swerve Strickland, pour montrer à quel point il n'est pas fini, il a encore du jus à réserver, il a encore tellement de choses à offrir, et auquel il est en feu, il montre à quel point il est déterminé, prédéterminé à obtenir ce qu'il veut, et que même si c'est son dernier match, ou pas son dernier, il restera un des hommes les plus coriaces à abattre. Des tas de prises, des slap dragons, des yes kicks, des diving headbutt, des
des swerve kicks, bref, tout y passe. Et à un moment donné, il y a Adam Page qui arrive dans le public, qui décide de pas à ce que Swerve Strickland remporte le match, vu comment il a une dent contre lui, il veut à tout prix lui pourrir la vie, même en tant que champion. Il veut faire en sorte qu'il ne soit pas champion. Enfin, qu'il ne soit pas champion longtemps. Et pourtant, il décide un peu de s'attaquer à Prince Nana. Un peu à Prince Nana, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore Il y avait un ref bump aussi, il y avait un ref bump. Deux ref bumps si j'ai bien compris, mais ça n'empêche pas les deux catcheurs de continuer. Et quand Swerve, il avait plus de jus, il voulait en finir une bonne fois pour toutes, mais Bryan Danielson, tel un cœur de dragon, continue encore et encore à se battre. Quoi qu'il en coûte, il remportera le match. Même avec les multiples Crabble Fillation ou sa fameuse Belloc, auquel ça lui a fait un bond de renommée, il décide quand même de torturer Swerve en maintenant un bras et en faisant un brutalizer à la manière de Pac, et auquel ce dernier, donc Swerve, suite à la douleur très intense que Danielson lui fait subir, vu comment il serre bien à fond, il met bien la pression pour que, à tout prix, il doit abandonner tout de suite. Il n'a pas supporté la douleur, Swerve, il décide d'abandonner. Donc, on a un nouveau champion du monde de la EWE, The American Dragon, Bryan Danielson, auquel c'est lui qui fait le main event du show, près de 10 ans après WrestleMania 30, et que maintenant c'est lui qui clôture comme il y a 10 ans. Donc pour moi c'est un petit clin d'œil, hein. C'est un petit clin d'œil auquel je préfère de dire, vu comment c'est très excellent. Donc il remporte le titre sous les yeux de sa femme, de ses enfants, et de tous les fans auxquels ils apprécient. Bref, c'est magique, c'est vraiment magnifique. J'ai vraiment rien d'autre à dire si ce n'est que c'était excellent. Très très excellent même. Donc Danielson champion, ce ne sera pas son dernier, et espérons qu'il continuera, et que peut-être que lorsqu'il n'est plus champion, peut-être qu'il pourra s'arrêter là. Enfin, on ne sait pas, on n'est pas dans la tête de Danielson, mais on espère de tout cœur qu'il pourrait peut-être mériter une retraite bien méritée, ou de revenir à la WWE. C'est lui qui voit, on ne sait pas, mais on verra bien. Donc voilà tout. C'était un excellent match entre Swerve et Danielson, très excellent. Et voilà comment se conclut. Donc j'ai tout dit, vraiment tout dit sur ça. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Si ce n'est que c'était un show excellent. Après, je ne sais pas quel est votre avis, mais moi je dis qu'il était excellent. Très excellent même. Et moi j'en ai terminé là-dessus. Je préfère clôturer ce fameux pay-per-view. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que cette review sur All In vous a énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.